Bonsoir et bienvenue, c'est le 19-20. Avant de voir l'information en Lorraine, voici ce qui fera la une tout à l'heure de votre édition nationale. L'enquête sur le crash de l'Airbus au-dessus des Alpes se concentre sur le copilote, un Allemand de 28 ans. La boîte noire révèle qu'il a volontairement précipité l'avion contre le massif montagneux. Pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations. Après Manuel Valls hier soir et avant Nicolas Sarkozy, demain, Marine Le Pen sera l'invitée de Carole Gessler, le FN au cœur du duel entre la droite et la gauche. Mais quel est réellement le programme du FN dans les départements? Réponse à 19h30. Mais d'abord l'actualité en Lorraine avec l'assassinat d'un Vosgien par des tueurs à gages à Madagascar. Il s'était installé sur l'île après une rencontre sur Internet. C'est son épouse, une actrice malgache, qui aurait commandité le meurtre. François Hollande, demain en Moselle, il doit se rendre à l'usine PSA de Trémery et devrait annoncer une bonne nouvelle, l'implantation d'une nouvelle ligne de production de moteurs à essence. Enfin, nous irons à Étival-Clairefontaine dans les Vosges qui expose sa grande lessive. Il s'agit d'une manifestation culturelle internationale qui adopte la forme d'une installation artistique éphémère. Et d'abord cette sordide histoire, celle d'un Vosgien parti s'installer à Madagascar après une rencontre sur Internet. Il est en fait tombé dans un véritable guet-apens sans nouvelles. Ce sont ses proches qui se sont rendus sur place et qui ont découvert l'horreur. Jean Baudin et André Abalo. Il s'était fait plaisir là-bas, à Madagascar. Et puis au téléphone, quand il me parlait, il m'avait raconté cette histoire, là, il était hyper content. Enfin voilà, quoi, c'est dramatique. Sur un réseau social, Philippe Bertrand fait la connaissance de Sonia, une malgache. En mars 2014, pour elle, il quitte Raves, son petit coin des Vosges. Il se marie avec elle à Madagascar. Lui a 53 ans, elle en a 47. Il était parti là-bas pour rencontrer le bonheur et malheureusement, voilà ce qui lui est arrivé, quoi. On n'aurait jamais pensé tout ça, quoi. Il a perdu la vie par amour. Le couple achète une villa puis 2 restaurants. Sonia veut que cela soit sous son nom. Philippe, fou amoureux d'elle, accepte et n'hésite pas à lui faire d'autres cadeaux. L'avidité de Sonia n'a pas de limite. Au bout de quelques mois, il est ruiné. Philippe se confie à son ami dans les Vosges et puis soudain, plus rien. Dominique Rodriguez décide alors de partir à Madagascar. Nous on vient, j'amène des amis, j'amène sa sœur. C'était pas logique qu'ils soient pas à l'aéroport nous chercher, quoi. Donc déjà là on avait un petit doute, quoi. Le 17 mars, une plainte est déposée par la famille et les amis. 10 suspects, dont Sonia, sont arrêtés. Placés en détention, ils avouent, le crime a été commis dans la nuit du 23 au 24 décembre. Drogué, étranglé et achevé à coups de marteau, Philippe Bertrand est incinéré dans sa propriété, ses cendres jetées dans un canal. On n'aurait pas été là-bas, on n'aurait jamais su ce qu'il était devenu, quoi. On se serait posé des questions, n'ayant plus de nouvelles de lui. Mais je pense qu'on a été guidés pour partir là-bas. Je pense qu'il a dû nous faire un signe, quoi. En France, un avocat va être saisi. Les amis de Philippe Bertrand récupèrent des dons pour les aider. Le jugement, lui, pourrait intervenir en 2016. La grogne des facteurs gagne du terrain après Sarrebourg et Lunéville. Ce matin, c'est à Nancy qu'un mouvement de grève a été entamé au centre de tri. La distribution du courrier a été perturbée aujourd'hui dans tout le Grand Nancy. Les syndicats réclament une rémunération supplémentaire pour la distribution des plis pour les élections départementales. On fait un mouvement de grève parce que la direction refuse de nous compenser les plis électoraux, bien qu'elle ait touché une enveloppe de l'État pour nous aider justement à distribuer dans de bonnes conditions. Ça a toujours été fait jusque-là et cette année ils ont dit niet, rien du tout, ils gardent tout dans leur poche, ils refusent de nous payer. Donc en ce moment on fait un mouvement de grève justement pour expliquer tout ça parce que c'est pas normal. Ça représente une tournée par facteur, donc en moyenne entre les 2 tours 8 heures de travail en plus. La justice a débouté aujourd'hui les antinucléaires qui attaquaient l'agence qui gère le projet de stockage de déchets radioactifs à Bure, dans la Meuse. Les associations accusaient l'Andrade d'avoir sous-estimé le potentiel géothermique du site. Les juges ont estimé que seules les autorités publiques pouvaient apprécier les études réalisées. Je vous l'annonçais hier, c'est un déplacement décidé tardivement à 2 jours du second tour des élections départementales. François Hollande viendra en Moselle demain. Le chef de l'État doit se rendre à l'usine de Trémery et ce n'est pas vraiment un hasard. Après la garantie de 7 milliards accordée par l'État à PSA il y a 2 ans, François Hollande vient récolter les fruits de cet investissement. PSA doit implanter une nouvelle ligne de production de moteurs à essence. 2 sites étaient en compétition, l'un en Espagne, l'autre en Moselle. Aucun doute, demain, Trémery devrait recevoir une bonne nouvelle. Séverine Dangin et Yves Kreidel. Si le déplacement du chef de l'État en Moselle est aujourd'hui confirmé,
Rien n'est encore officiel sur le site PSA de Trémery. La direction affirme même qu'aucune décision n'a encore été prise quant à l'attribution de cette nouvelle ligne de production de moteurs essence. Écoutez, si le président de la République doit venir l'annoncer, je pense qu'il est normal, l'État étant l'un des principaux actionnaires de PSA, que ce soit de sa responsabilité d'annoncer ce genre de choses. Un manque de transparence qui, à quelques jours du second tour des élections départementales, laisse les syndicats dubitatifs. On a encore en mémoire l'annonce de François Hollande à Florange pour la non-fermeture des hauts fourneaux et derrière, malheureusement, le haut fourneau a fermé. Donc voilà, c'est un jeu politique. En tous les cas, pour Trémery, nous, on espère vivement que la décision soit prise. Celle-ci permettrait au site de Trémery de se diversifier et d'ainsi surmonter la baisse annoncée du marché du diesel en France. On va limiter effectivement la perte des emplois Société Trémery avec cette arrivée, si elle est confirmée, de cette nouvelle ligne de production de B-Turbo. Mais ça ne créera pas d'emplois supplémentaires? Non, je pense pas. Éclaircissement sans doute demain matin. François Hollande est attendu à 10h45 sur le site de Trémery. Et ce qui nous amène tout naturellement à ouvrir notre journal de campagne, c'est tout de suite. Et c'est avec Mathieu Morel. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Hier Mathieu, vous commenciez ce journal de campagne par la venue de Cécile Duflot. Quelle autre personnalité politique était aujourd'hui en Lorraine Grand mouvement de balancier, Thierry. On passe d'Europe Écologie Les Verts au Front National. Vous allez voir tout de suite Florian Philippot en réunion de soutien cet après-midi. Pas n'importe où bien sûr, en Moselle-Est. Et pas avec n'importe qui, avec les trois binômes frontistes de Forbach, Frémin-Merlebach et Stirin-Windel. Tous qualifiés, vous le savez, pour le second tour. Et c'est vrai qu'ils sont portés par une certaine dynamique là-haut. Leurs chances de s'imposer dimanche sont probables. Le vice-président du Front National l'a bien compris. Je ne peux pas donner de chiffres, ça dépendra de la mobilisation, mais si tous les abstentionnistes, notamment ceux qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle, y vont, alors on peut avoir beaucoup d'élus. On peut créer une très belle surprise en Moselle, j'en suis convaincu. Nous sommes déjà largement en tête au premier tour, il faut maintenant confirmer au second. Si chacun se mobilise, ils ont la clé. Les abstentionnistes ont la clé, ainsi que ces électeurs UMP qui ne vont pas apprécier cette tambouille politicienne d'entre-deux tours, ce soutien à François Hollande de la part de l'UMP. Mais il n'y a pas qu'en Moselle que le Front National a fait une percée dimanche dernier, Mathieu. C'est là, Thierry, un des enseignements de ce premier tour. Le Front National s'implante désormais également dans le PIO. Regardez, pour rappel, ces résultats. À Villerue, le binôme frontiste est juste derrière celui de la gauche avec un peu plus de 25% des voix. À Jarny, le FN, là, est même en tête devant le sortant Jean-Pierre Minella du jamais vu. Même chose dans le pays de Briey, bousculant toutes les habitudes de vote donc dans ce PIO. Et vous l'aurez remarqué, c'est à chaque fois, Thierry, contre des candidats du front de gauche, des élus qui résistent pourtant ici un peu mieux qu'ailleurs justement à cette vague bleu marine. Dimanche, dans le PIO, ce sera donc front contre front. Regardez l'exemple du pays de Briey, justement. Éric Mlodzow, Bruno Courteau. Au pays de Briey, les chevalements des mines de fer ont déserté le paysage, mais la culture du vote de gauche perdure dans les anciens bastions ouvriers. Un ancrage historique, culturel, sociologique et en même temps une pratique politique qui fait que nous nous projetons dans l'avenir en assurant cette proximité immédiate, ce partage de réflexion avec nos populations. Une suprématie désormais contestée par le Front National. Avec 35% des voix au premier tour des cantonales, il confirme son ancrage au pays du fer. On l'a pu le voir, notamment aux élections européennes. Donc on avait déjà un bon score qui se confirme encore maintenant avec les départementales. Et donc nous, ce qu'on aimerait, c'est justement continuer et montrer aux gens qu'on est effectivement là sur le terrain et qu'on aimerait changer les choses. André Corzani prend acte des bons scores du Front, mais ne croit pas à une transformation radicale du vote local. D'abord, je pense que tout simplement, il y a eu expression de colère. Incontestablement, ce sont les gens d'ici qui ont dit ça va pas, il y en a marre, il faut que ça change. Une expression de colère qui a trouvé ce canal qui n'est pas le bon. Ce ne sont pas seulement les petits villages ruraux qui ont voté massivement pour le Front National, aussi les villes plus grandes comme Briey, Trieux, Pienne. Pienne a été une très grande surprise pour nous. Dire un bastion communiste qui a voté, qui nous a placés en tête au premier tour. On espère que ça va continuer avec le second tour.
Même si mathématiquement le Front National a peu de chances de l'emporter dimanche, son irruption spectaculaire au cœur de l'ex-pays du fer interroge sur l'évolution du vote populaire et ouvrier en particulier. Allez, nous partons en Meuse maintenant, Mathieu. Le département où la gauche subit quelques-uns de ses plus sérieux revers. Thierry, que restera-t-il dimanche du groupe de 12 élus sortant dans ce conseil général de la Meuse? Une peau de chagrin, sauf énorme surprise, à une exception près, celle de Verdun. Regardez le score de Samuel Hazard, le maire de Verdun, et de sa binôme Marie-Jeanne Dumont. Avec leurs 45%, ils dépassent les rêves les plus fous de la gauche meusienne. Ils devraient, eux, donc, logiquement passer un dimanche plutôt rose. Fabrice Rosassi, Jean-Philippe Tranvoise. Bonjour, pour Marie-Jeanne Dumont et Samuel Hazard, candidat PS sur le canton de Verdun 1, le temps est orienté au beau fixe, malgré une météo nationale bien morose pour les socialistes. Marchant sur l'avenue de la Victoire, tout un symbole, le maire de Verdun et sa colistière et adjointe reviennent sur leurs résultats du premier tour, 45,34% des suffrages. C'est le résultat du travail effectué depuis 4 années au Conseil général et depuis l'année dernière à la mairie. Donc nos concitoyens reconnaissent le travail. Nous sommes vraiment complémentaires, nous avons la même approche, nous aimons les gens, nous avons une approche tout à fait naturelle, je pense, c'est ce qu'on nous dit. Conseiller général sortant, maire et président d'agglomération. Quand ses opposants lui reprochent d'être partout à la fois, Samuel Hazard préfère mettre en avant sa parfaite maîtrise des dossiers, verdunois notamment. Il faut absolument, et ça les concitoyens le ressentent, que les projets qui sont les nôtres soient demain défendus au Conseil général. Je maîtrise les dossiers, je travaille, j'ai en face de moi un candidat qui ne s'est jamais exprimé, qui ne maîtrise pas les dossiers. Et l'objectif, il est évidemment l'efficacité et l'efficience. Et il n'y a que moi pour pouvoir appuyer les dossiers verdunois. Et l'élu PS de mettre en avant les excellentes relations de travail avec le président sortant du Conseil général, notamment, qui ont permis d'avancer sur de nombreux dossiers. Difficile de savoir si le binôme d'hiver-droite qualifié pour le second tour appréciera l'allusion, car ni Didier Fléau ni Julie Florent n'ont souhaité s'exprimer malgré nos demandes répétées. Effectivement, Thierry, Fabrice vient de vous le dire, pendant 3 jours, nous avons tenté de rencontrer le binôme UMP. Jusqu'à un dernier texto envoyé ce matin, finissant par un laconique « Merci de ne pas insister ». Alors nous avons arrêté d'insister, tout simplement, Thierry. On a fait notre travail. Allez, on termine notre petit tour par nos réseaux sociaux. En photo, Thierry, s'il vous plaît. Qui tractait ce matin dans les rues de Metz? Regardez, c'est à droite, c'est une ancienne ministre, vous la voyez? Une députée. Oui. Voilà, Aurélie Filippetti, venue soutenir le binôme socialiste Sourme S1. Pas de quoi en fait vraiment inquiéter leurs adversaires du Front National sur ce canton. C'était un peu plus tôt pour eux devant la gare de Metz. Opération tractage bien matinale pour Françoise Grelet et toute son équipe. Allez messieurs, dames, encore un petit effort et que le meilleur gagne. Et rendez-vous demain, Mathieu. Demain. On poursuit avec les sports, avec tout d'abord en handball, cette qualification en finale pour les filles de Metz. Hier, en s'imposant face au Havre 20-27, les Messines ont décroché leur ticket pour la finale de la Coupe de France. Malgré quelques frayeurs en première mi-temps, les Dragons ont montré un très beau jeu. La finale aura lieu à Paris fin avril face à Nîmes. En hockey sur glace, dans la phase finale des championnats de France, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Victorieux mardi, les Vosgiens ont été atomisés hier par Gap, 9-0. Résumé de cette rencontre avec Philippe Fabreg. Les Rapaces de Gap ont véritablement fondu sur leur proie hier soir pour le match 2 de cette finale de Ligue Magnus et Épinal n'a pas pesé bien lourd. Dès la 6e minute, Bojan Golicic conclut un bon pressing de Gap. Les Rapaces marquent leur territoire, 1-0, puis 2-0 en fin de premier tiers-temps grâce à Valchar. Après sa défaite mardi soir sur sa glace de l'Alp Arena, les Gapençais ont bien réagi et surtout retrouvé le bon rythme. Ce soir, on complète plus de mise en échec au premier tiers que dans tout le match d'hier. Voilà, et on a été agressif. On a fait 2 ou 3 petits ajustements tactiques qui ont fonctionné, mais c'est surtout dans l'engagement qu'on a été meilleur ce soir. En deuxième et troisième période, il n'y a plus qu'une équipe sur la glace. Épinal est étouffé et peut-être aussi fatigué. Nicolas Arosamena, Paul Schmidt, puis Bojan Golicic aggravent le score, 5-0, puis 9-0 grâce à Valchar, Roy et Golicic. Il manquait d'essence dans le réservoir. C'est la fatigue, c'est la succession des matchs, la boule payée?
Quand vous faites un match 7 et puis que vous faites 4500 km en même pas qu'un jour, je pense qu'un jour ou l'autre, vous allez le payer. Ouais. Les Rapaces de Gap égalisent donc à 1 partout dans cette finale de Ligue Magnus. Je vous rappelle qu'il faut 4 victoires pour être champion. Gap joue maintenant vendredi et samedi à Épinal. Oui, à Poisson-Pré, où demain de nombreux supporters vosgiens sont bien sûr attendus. Ce jeudi, c'était le jour de la grande lessive, une installation artistique éphémère de dessins installés sur des fils de linge, une façon de créer du lien social entre les habitants de la Terre. C'est ce que voulait la plasticienne Joëlle Gontier en créant ce rendez-vous. Et c'est plutôt réussi. Aujourd'hui, des millions de personnes ont étendu leurs dessins dans plus de 85 pays. Parmi eux, les habitants d'Étival-Clairefontaine dans les Vosges. Evelyne Billot et Frédéric Mady. La grande lessive. C'est où on accroche des dessins pour que les gens le voient. Munis de pinces à linge, les élèves de l'école maternelle étendent leurs dessins sur les fils tissés tout autour de la médiathèque, comme une ribambelle joyeuse, lumineuse, qu'ils ont préparée très soigneusement. Nous avons été voir un spectacle et donc nous avons profité pour faire les dessins pour la grande lessive. Les enfants sont heureux d'accrocher leurs dessins. C'est un bonheur pour eux aussi. C'est vrai que venir à la médiathèque, accrocher les dessins avec les pinces à linge, c'est un plaisir. Un plaisir réservé à tout le monde. Il suffit d'une feuille A4, d'un peu d'imagination pour rejoindre le mouvement. On attend encore beaucoup de dessins pour envahir la médiathèque, déborder sous les préaux. Certains sont même arrivés pour cela par la poste. Le maximum de personnes est invité à participer à une œuvre collective. En fait, ce n'est pas juste un dessin qui est important, c'est l'ensemble des dessins posés les uns à côté des autres. Et nous, on les laisse pendant 3 semaines pour ça, parce qu'on trouve que c'est un ensemble qui est vraiment très très beau. Beau aussi de savoir que ces dessins font partie d'une œuvre qui embellit toute la planète. C'est beau et je trouve ça très 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 joli, ces images de fils qui courent partout dans les rues, sur des plages. Il était une fois, il y a très très longtemps... Brigitte a offert un conte aux enfants pour les remercier de leurs si beaux dessins à voir jusqu'au 18 avril. Restez avec nous, le 19-20 se poursuit avec En Moselle, votre édition locale. Pour tous les autres, j'ai le plaisir de vous retrouver pour 7 en Lorraine, votre magazine de découverte. Excellente soirée à tous. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Région.